8h16 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'eurodéputé Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national. Bienvenue et bonjour Jordan Bardella. Bonjour. À partir du 15 décembre, c'est donc un déconfinement moins large que prévu. Lieux culturels qui restent fermés, couvre-feu durci. Tout d'abord, sur le principe, l'exécutif adapte sa stratégie à l'évolution de l'épidémie. C'est logique, vous le comprenez ? Oui, c'est logique et je vais vous dire, je suis très heureux pour les Français ce matin parce qu'ils vont pouvoir se retrouver en famille et fêter Noël. C'était pas gagné, on peut pas dire que l'année 2020 a été l'année du bon sens. Donc effectivement, je me réjouis que les Français puissent se retrouver en famille après cette année qui a été vraiment difficile pour tout le monde. J'ai vu que d'après une étude de la Fondation Jean Jaurès, 27% de nos dirigeants d'entreprise avaient eu en tout cas l'intention de mettre fin à leur jour. Qu'un Français sur 5 est aujourd'hui en état dépressif et que beaucoup de nos compatriotes, jusqu'à un tiers, d'après une étude qui a été également publiée, de nos compatriotes pourraient renoncer à faire des cadeaux à leurs enfants faute de moyens. Donc l'année a été difficile pour tout le monde, moralement, psychologiquement, et vraiment je me réjouis qu'on puisse se retrouver en famille en Noël. Je crois que c'était important. Maintenant, pour le reste, on est en train, encore une fois, de payer une gestion très technocratique, très bureaucratique. On a fixé une jauge un petit peu arbitraire de 5000 contaminations au 15 décembre sans qu'on sache véritablement pourquoi. On en paye aujourd'hui une certaine forme de technocratie. On a fait espérer à beaucoup de secteurs économiques, notamment le secteur de la culture, les cinémas, les théâtres, qu'on pourrait rouvrir le 15 décembre pour ensuite finalement leur dire quelques jours auparavant, non. Concernant les restrictions, évidemment, le 31, je crois que c'était nécessaire. Très bien, donc vous soulignez, en tout cas, vous approuvez la sanctuarisation de Noël, ça c'est important, décision importante. Bien mais sûr. qu'auriez-vous décidé au Rassemblement national, Jordan Bardella, pour ne pas désespérer les Français, tout en veillant à ne pas ouvrir les vannes à une plus grande circulation du virus? Parce que, par exemple, est-ce que vous auriez maintenu l'ouverture des cinémas, des théâtres et des musées le 15 décembre ? Encore une fois, il y a un problème de cohérence et beaucoup de Français ne comprennent pas qu'on puisse se masser dans des heures de pointe dans le métro, dans le RER, notamment en région parisienne, et qu'on ne puisse pas, avec un masque, avec une séparation d'un siège sur deux, aller au cinéma ou au théâtre. Donc encore une fois, il y a un problème de cohérence dans la stratégie du gouvernement. Il va falloir aider nos entreprises, il va falloir donner un cap aussi à nos restaurateurs. Pour l'instant, la date du 20 janvier l'Union des est métiers, maintenue, l'Union en des fonction métiers de l'hôtellerie nous disait il y a quelques jours, il y a quelques semaines, que 65% des restaurateurs pourraient ne pas se relever d'une ouverture, lapsus à la fin du mois de janvier. Donc il faut évidemment pouvoir les aider, décréter des exonérations de charges. Mais Jordan Bardella, là vous nous faites, et vous avez raison, c'est le diagnostic que nous partageons tous. Malheureusement, il est noir, mais qu'auriez-vous décidé de différent hier, par exemple, pour ne pas désespérer tous ces secteurs-là dont vous parlez? Encore une fois, on ne peut pas demander à nos personnel du milieu, aux salariés, aux travailleurs du milieu de la culture de faire des efforts si on n'a pas un minimum de cohérence. Et encore une fois, on ne peut pas dire aux Français que on permet de se masser massivement dans les transports et notamment dans le RER ou dans le métro et en même temps de fermer un certain nombre de lieux. Et il faut aussi, je crois, organiser dès Noël des grandes campagnes de tests. J'ai vu que le gouvernement a été très réticent hier sur cette idée de campagne de tests. L'Autriche vient d'organiser dès le mois de décembre. Il ne faut pas en faire un totem, a dit le ministre de la Santé, c'est-à-dire ne pas le faire et considérer tout permis après. Il ne faut pas en faire un totem, mais ils ne peuvent pas dire, si vous voulez, du matin au soir, tout est le contraire de tout. Donc il faut arrêter de prendre les Français pour des enfants. Il faut permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir se tester massivement. L'Autriche a indiqué qu'elle souhaitait, elle aussi, sauver l'esprit de Noël, permettre aux familles de se retrouver et donc, effectivement, permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir être testés d'ici la fin du mois. On comprend, mais j'insiste une nouvelle fois, à vous entendre quand même ce matin, Jordan Bardella, moi j'ai l'impression, mais dites-moi si c'est le cas, que vous n'auriez pas décidé différemment hier. C'est quand même important en fonction des nouveaux indicateurs. Mais nous serions en tout cas sortis de cet absurdistan totalitaire, pour reprendre les mots de vos confrères de la presse allemande, de Die Zeit, qui nous regarde un peu à l'échelle européenne avec des grands yeux quand ils voient que, par exemple, nous continuons d'imposer des attestations pour sortir son chien, pour se déplacer. Je crois que ça participe quand même d'une certaine forme de dépression psychologique des Français. Et il faut en tout cas qu'on sorte de tout cela assez vite. Il faut tout faire pour éviter aujourd'hui une troisième vague qui pourrait intervenir début janvier. Et c'est vrai que la prudence que souhaite le gouvernement le 31, et évidemment c'est naturel, permet aussi d'éviter une troisième vague dès la mi-janvier, ce qui retarderait évidemment la réouverture des restaurateurs. Oui. Jordan Bardella, vous citez l'Allemagne et ce journal il y a 15 jours, mais je voudrais vous citer la phrase il y a 2 jours, celle-ci: la France a obtenu des succès importants, impressionnants, alors qu'en Allemagne, l'élan de la deuxième vague n'a malheureusement pas été brisé. Savez-vous qui a prononcé cette phrase? C'est Peter Altmaier, ministre allemand de l'économie, qui loue la gestion française.
Mais mais attendez, que les Français ont fait des efforts, qu'ils fassent saluer les efforts des Français, c'est évidemment normal et évidemment qu'il faut saluer l'effort de nos compatriotes. Maintenant, si vous voulez, c'est pas celui qui a le mieux géré. Moi, je ne fais pas ce genre de calcul. Je vous dis comment aujourd'hui la gestion française est vue outre-Rhin. Si les indicateurs sont bons, évidemment que je m'en réjouis. Les indicateurs ne sont pas bons s'agissant des contaminations, mais on peut se réjouir que le nombre d'admissions en réanimation est considérablement baissé, qu'il va continuer à baisser d'après l'Institut Pasteur et qu'on est aujourd'hui dans des scénarios en termes d'admission en réanimation qui est meilleur que les projections les plus optimistes que faisait l'Institut Pasteur il y a quelques semaines. Maintenant, il faut tout faire aujourd'hui pour éviter une troisième vague. Il est évident que le vaccin aujourd'hui apparaît comme l'une des possibilités, l'une des opportunités scientifiques. Et vous êtes favorable au vaccin, vous le dites depuis un certain temps. Vous-même, Jordan Bardella. Je suis plutôt favorable à la vaccination, en tout cas à la libre vaccination de nos compatriotes. Mais pour cela, il faut évidemment la transparence. Lorsque j'entends le professeur Combe nous indiquer qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, il faut évidemment la transparence. J'entendais il y a quelques jours sur votre antenne Axel Kahn, l'ancien président, le président actuel de la Ligue contre le cancer, s'inquiétait d'une certaine forme d'opacité dans les négociations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Union européenne, qui a passé une commande de près de 2 milliards de doses auprès de 6 laboratoires différents, est très opaque sur les négociations. Vous êtes député européen, Jordan Bardella, et je crois, les députés européens seront choisis mis à part pour vérifier une pièce ces sécurisée où ils pourront consulter quelques minutes les négociations. Mais encore une fois, on a appris ça par la presse et ça ne me semble pas normal, en tout cas, que nous apprenions ça par la presse. J'apporte juste une précision à votre argumentaire. Vaccin. Hier, c'est la New, il faudra vérifier le nom exact, mais c'est une revue apparemment qui a commencé à préciser la littérature scientifique autour des vaccins, indiquant que les effets secondaires étaient limités. Voilà, c'est juste pour apporter un argumentaire. Ce n'est pas ce que disent tous les médecins, et le problème de ce gouvernement, si vous voulez, c'est qu'ils sont responsables aujourd'hui de la perte de confiance. Mais ils ne sont pas responsables des effets secondaires des vaccins en général. Non, ils sont responsables en tout cas de la perte de confiance. Et lorsque l'on voit effectivement les différents mensonges qu'il y a pu avoir ces derniers mois, faut pas porter de masque, ensuite faut porter un masque, il faut pas se faire tester, ensuite priorité à la relance, il faut pas partir en vacances puis on reconfine. Tout cela ne participe pas effectivement d'une stratégie de confiance à l'égard de la population, et ils sont responsables aujourd'hui du fait qu'une partie de la population ne souhaite pas se faire vacciner parce que la population n'a pas confiance. À titre personnel, j'attendrai aussi probablement de voir, comme beaucoup de Français, je ne serai peut-être pas le premier à me ruer devant les laboratoires. Ces vaccins notamment utilisent une nouvelle méthode vaccinale qui est l'ARN messager, qui n'a jamais été exploitée à l'échelle de l'humanité, même s'il y a eu des tests sur 40 000 personnes. Donc évidemment qu'il faut être prudent et surtout effectivement rassurer les Français. Vous appelez à la cohérence et vous dites à juste titre, et on vous rejoint, il ne faut pas de troisième vague. Mais en même temps, vous me dites, il y a des réticences sur les vaccins. En même temps, vous n'êtes pas opposé à la fermeture de certains secteurs. J'ai du mal à comprendre. Bien sûr qu'il y a des réticences sur... Est-ce que vous serez par exemple, vous la première, devant le laboratoire lorsqu'ils nous auront la possibilité de nous faire vacciner ? Bon, je crois que ça dépend du libre arbitre. Phases, en tous les cas, les étapes énoncées. Quand on entend Monsieur Vaccin, Alain Fischer, nous expliquer qu'aujourd'hui on ne dispose pas des éléments scientifiques, on ne dispose que des communiqués officiels Monsieur Bardella, des agences. Il est transparent, il vous dit la vérité, la littérature scientifique va arriver en son temps. Et donc, il faut la transparence effectivement sur les effets secondaires, mais aussi la transparence sur les négociations. Et il est bien normal que les Français soient assez prudents. J'ai entendu la Suisse, par exemple, indiquer qu'elle attendrait plusieurs semaines supplémentaires pour avoir le recul suffisant. Donc, il faut tout faire pour éviter une troisième vague. Le vaccin est évidemment une opportunité, ce n'est pas la seule, mais il faut dès maintenant anticiper. Après la première vague, on nous a dit qu'on allait multiplier par 2, notamment le nombre de lits de réanimation. Ça n'a pas été fait. On nous dit aujourd'hui qu'il faut recourir à peut-être demain à des tests autosalivaires, des tests antigéniques. C'est bien, mais il faut être capable, effectivement, encore une fois, de l'anticiper. Autre sujet et évidemment de soutenir nos entreprises. Jordan Bardella, c'est la lutte contre le séparatisme. Et depuis l'interview accordée à Brut, le Rassemblement national accuse Emmanuel Macron de faire du séparatisme et du racialisme. Est-ce que vous avez un exemple étayant cette accusation ? Oui, le président de la République ne peut pas pointer ce qu'il considérait comme du racisme systémique dans la police en accusant une partie de nos forces de l'ordre, en tout cas de discrimination au contrôle aux faciès, et nous expliquer dans le même temps qu'il va permettre aux Noirs d'avoir leur statut, aux Blancs d'avoir leur statut. Cette ségrégation précisément dans la sémantique est effectivement une forme de séparatisme. Lorsqu'il nous explique qu'il va par exemple renforcer l'apprentissage de l'arabe à l'école, alors même qu'un tiers des jeunes arrivant en CP, enfants arrivant en CP ne maîtrisent pas correctement le français. Mais pardonnez-moi si je peux poser une question. En quoi des noms issus de la diversité pour renommer certaines rues françaises, c'est du séparatisme ? Il dit pas ça. Non, mais je vous pose la question. Il est très clair. Il souhaite que les
Noirs aient leur statut, que les Blancs aient leur statut. Je trouve que cette ethnicisation du débat, cette américanisation du débat, cette racialisation de la société désunit le peuple français. Et qu'en réalité, on fait nation parce que il y a un roman national, parce qu'il y a une histoire commune, parce qu'il y a un creuset national. Et c'est autour de cela qu'est basée l'assimilation républicaine. On peut pas arriver en fonction de son ethnie, chacun avec son roman, chacun avec son histoire, chacun avec sa culture, parce que comme ça, on ne peut pas effectivement se réunir autour de la communauté nationale. Je peux vous prendre un exemple. Quand il nous dit pendant la campagne présidentielle que la colonisation a été un crime contre l'humanité, il n'unit pas le peuple français. Il est en tout cas un facteur de désunion. Donc effectivement qu'Emmanuel Macron est un facteur de désordre. Effectivement qu'il est aujourd'hui le premier séparatiste de France. Puisque vous dites que nommer certaines rues permet en tout cas, va accélérer la division. Ça existe déjà, soit dit en passant. Une rue, par exemple, au nom de Chérif Kadi, savez-vous qui est-ce ? Naturalisé Yves Kadi, officier français d'artillerie, premier musulman de l'Algérie française admis à l'école polytechnique. En quoi est-ce du racialisme que de promouvoir en tant que symbole pour tous et conférer son nom à une rue de notre beau pays? Non, mais tout cela existe déjà. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi est-ce que ce serait du séparatisme? Je vais vous dire, tout cela existe déjà. Il y a en Seine-Saint-Denis des lycées qui s'appellent les lycées Rosa Parks. Mais lorsque le président de la République reprend à son compte toute une partie du discours des indigènes de la République ou toute une partie de l'extrême gauche qui vise à racialiser le débat, qui vise à expliquer notamment que la police fait du contrôle aux faciès et qu'elle contrôlerait davantage les gens de couleur noire, les gens d'origine arabe, plutôt que les blancs dans un certain nombre de quartiers, eh bien effectivement Emmanuel Macron donne des gages à toute une partie de la gauche, toute une partie de l'extrême gauche anti-flic. Et le problème d'Emmanuel Macron, les blancs sont plus contrôlés selon vous ? Pardon ? Les blancs sont plus contrôlés puisque vous faites une comparaison. Je dis qu'il n'y a pas de contrôle aux faciès dans la police et que la police n'est pas raciste. Il y a en revanche une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance. Enfin, je veux dire, tous les chiffres aujourd'hui nous le disent. J'entendais il y a quelques jours le parquet de Paris nous expliquait que 75%, 3/4 d'ailleurs des mineurs qui étaient déférés étaient des mineurs clandestins. Donc il y a les faits et il y a toute une partie du discours haineux de l'extrême gauche que le président de la République alimente. Et en tout cas, je crois que c'est un facteur de désunion et probablement que le rôle du prochain président de la République, qui, je l'espère, sera Marine Le Pen en 2022, sera de réunir le peuple français. Merci en tout cas Jordan Bardella. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.